Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Aujourd'hui, j'ai voulu avoir une invitée dans le podcast. Je l'ai fait 2-3 fois et je me suis dit que c'est cool de pouvoir faire un peu ce concept avec des personnes qui sont passées par je sais pas quel coaching, mais un de mon entreprise, quoi. Et aujourd'hui, j'ai proposé de faire une interview. Alors, c'est une interview beaucoup plus globale. On va pas parler que du coaching. On va parler aussi de elle en général, son parcours de vie, ses difficultés, ses réussites, ses victoires, toutes ces choses-là. Donc, bienvenue. Ça va très radio. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter en 2-3 lignes? Voilà, je suis étudiante. J'ai commencé le coaching en octobre 2019 et donc je l'ai fini en février 2020. Et puis voilà. Cool. Et là, ça fait déjà 2 mois après le coaching. On a été un peu surprise d'à quel point ça passe vite, comme si on avait arrêté hier, quoi. Mais je sais que c'était cool d'avoir une interview aussi avec du temps de décalage. Alors, du coup, on va parler de toi et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu dans quel état d'esprit tu étais, du coup, avant le coaching, vraiment, que ce soit, tu as dit avoir commencé en octobre, soit en septembre, même un peu avant. Dans quel état d'esprit tu étais, comment se passait ta vie, tout ça, tout ça. Donc à ce moment-là, je venais juste de terminer un stage qui s'était pas hyper bien passé parce que c'était pas un poste que je voulais vraiment occuper. Et du coup, j'étais allée un peu là par dépit et j'avais l'impression que c'était un peu un truc qui se répétait dans ma vie d'aller vers des trucs par dépit ou parce que les gens m'avaient dit que c'était là qu'il fallait aller. Et du coup, pour moi, à la fin de ce stage, c'était un peu la preuve que j'avais pas la vie que je voulais vraiment, en fait. Je faisais les trucs pour parce qu'on m'avait dit que c'était ça qu'il fallait faire, mais moi vraiment si je me posais vraiment la question de ce que je voulais faire, finalement ça reflétait pas ce que je faisais dans ma vie. Et voilà, à ce moment-là aussi je venais de me séparer de mon copain. En fait, plus tôt pendant l'été, j'étais vraiment au plus bas. Donc j'avais, au mois d'avril, juste avant, j'avais commencé les antidépresseurs. Et après, en septembre, j'avais eu un moment où j'avais vraiment envie de m'en sortir. Donc ma psy, elle était en congé maternité, donc en fait, je l'avais pas vue. Et du coup, j'ai arrêté les antidépresseurs d'un coup, ce qui est pas forcément un conseil, mais là, à ce moment-là, juste pour dire que quand j'ai pris le coaching, en fait, j'étais pas au plus bas dans le sens où c'était pas le moment où j'étais le plus en dépression. C'était un moment où j'étais au plus bas, mais j'avais envie de m'en sortir et je savais juste pas par où commencer, en fait. À ce moment-là, je consommais énormément de contenu inspirant, machin, et je savais juste pas par où commencer, même si j'avais l'impression que tout le monde nous disait ce qu'il fallait faire pour s'en sortir, que c'était super simple et que il suffisait de faire une liste d'actions et que genre si tu faisais ta petite liste, et c'était bon, quoi. Sauf que moi, ma petite liste elle se transformait vite en une to-do list sur 2 pages et juste je savais pas par où commencer. J'avais l'impression de pas avoir les clés et j'avais l'impression que tout le monde y arrivait sauf moi. Et j'étais plutôt dans cet état d'esprit quand j'ai commencé. Okay. Et à ce moment-là, c'était quoi les attentes que tu avais par rapport à toi-même? Les attentes, c'était que je voulais qu'à la fin, je devienne parfaite, que je me lève le matin, les oiseaux chantent et là, je fais ma petite to-do list de 20 trucs qu'il faut faire avant 7h du matin, bien sûr. Et puis voilà, j'allais... En fait, je pensais que ce que je voulais, c'est être parfaite. Et du coup, il fallait que je prenne le coaching pour être parfaite. Et puis surtout que tout le monde soit fier de moi et que je me couche le soir en me disant que j'ai fait une tonne de trucs. Et que tout ce que j'ai fait, ça va me servir. Et tout ce que j'ai fait, c'était hyper productif dans ma journée. Et j'étais vraiment à la recherche de la perfection, quoi. C'est pas du tout épuisant, quoi. Non, pas du tout. Non, un truc avant 7h du matin. Puis totalement réaliste, en plus. Donc... Grave.
non plus. Tu dirais que ton rapport à l'émotionnel, ce qui se passait à l'intérieur de toi, ça ressemblait à quoi? Franchement, c'est difficile de te dire parce que j'en savais rien, je m'écoutais pas du tout. Euh, je me demandais, enfin, j'avais vu que je consomme énormément de contenu sur Internet et tout ça, j'avais bien compris que les réponses, elles étaient en moi, que j'étais responsable de comment j'agissais, etc. Mais pour moi, je voulais tout de suite passer à l'action. En fait, j'avais pas du tout envie de prendre le temps de réfléchir à ce que je ressentais, à me connecter à mes émotions et tout ça. J'en avais pas du tout conscience. Et puis j'avais pas du tout de vocabulaire. Enfin, soit j'étais triste, soit j'étais contente. Enfin, je savais pas trop ce que je ressentais en fait. C'était pas des questions que je me posais en fait. Moi, la question que je me posais, c'est bah, pourquoi t'es pas parfaite, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi tu t'es pas levée à 5 heures du mat, pourquoi c'est jamais assez en fait. Mais la question de mes émotions, ça me venait pas à l'idée, non. C'est donc plein de questions qui commencent par pourquoi, déjà le truc bien, Ouais. bien stimulant, bien on va pas chercher des problèmes quoi. Ok, et donc ça c'était dans l'émotionnel. Est-ce que enfin vu que tu savais pas trop ce que tu vivais, est-ce que tu aurais une métaphore pour qu'on voit bien à quoi ça ressemble? Tu vois, genre l'image de comment ça se représente en fait. L'image de dire qu'on entend souvent où on est spectateur de sa vie, je pense que ça m'a... Enfin, c'était... comment dire? Je le ressentais vraiment comme ça parce que j'avais tellement de trucs que je voulais faire et toutes les journées, je me disais, mais tu vois, t'as rien foutu en fait. Tous les soirs, je me couchais et je me disais, mais de toute ta journée, elle a servi à rien, t'as rien foutu. Le problème, c'est que je me disais ça aussi en me levant de la journée qui n'était pas encore arrivée. Donc quand tu te lèves et que tu dis, tu vois, tu vas rien faire aujourd'hui, c'est qu'une merde, ce sera pas du tout productif. Bon bah déjà là, il est 7 heures du matin, donc déjà c'est foutu, vu que tu t'es pas levé à 5 heures, donc déjà c'est mort. Moi, c'est comme si j'étais spectatrice en fait, que je regardais, sauf que dans le film, il se passait pas grand-chose. On s'ennuyait un petit peu. Spectatrice d'un film et ça se passe pas grand chose. Ok. Et c'est marrant parce que c'est très en contradiction finalement avec ce que t'attendais de toi-même. C'est genre, t'es spectatrice d'un film où il se passe pas grand chose alors que t'as envie de créer un truc où il se passe beaucoup de trucs, t'es actrice et tout. Donc ouais, très, très en comparaison. Et d'ailleurs, est-ce que la comparaison, ça te parle? Ah oui. Ah bah, moi, je me comparais à tout le monde. Je me comparais mais à des gens qui étaient genre qui avaient 30 ans de plus que moi, qui avaient de l'expérience, en veux-tu en voilà, mais dans tout en fait, dans tout bah déjà les comparaisons physiques c'était avec tout le monde, mais enfin déjà c'était pas bienveillant pour moi, mais même c'est pas bienveillant pour eux genre. Quand je me comparais à vraiment tous les physiques que je voyais dans la rue, tout le monde, et puis ouais, en fait ça servait à rien, ça servait ni à eux ni à moi, vraiment il y avait aucun positif à tirer de ça, mais je me comparais beaucoup aux élèves de ma classe parce que là je suis en master en dernière année et durant toutes mes classes je me suis toujours comparée à tous les élèves, je regardais tous les stages qu'ils faisaient. Mon réseau social préféré c'était LinkedIn parce que là je regarde. Alors là, mais la comparaison sur LinkedIn, non mais pour moi c'était pire qu'Instagram quoi. Ah ouais. Ah oui, bah la comparaison sur Instagram, il y a toujours ce truc de genre les gens qui veulent afficher leur fortune et tout. Bon ça m'a jamais trop atteint. La comparaison sur le physique, oui ça m'atteignait, mais après on se dit ouais les corps, il y a beaucoup de gens qui sont photoshopés, puis de toute façon. Enfin, je me disais tout de suite que je serais jamais comme eux, quoi. Mais alors, sur LinkedIn, dès que je voyais quelqu'un de ma classe qui avait un meilleur stage que moi, je me disais, putain, tu vois, t'es qu'une grosse merde. Lui, il a ce stage-là et tout. Et je regardais toutes les carrières, mais des gens qui avaient genre 50 balais, quoi. Je me disais, ah non, mais lui, il a déjà fait ci, ça et ça. Oui, bah, c'est normal. Mais vraiment, à un point, enfin... je me comparais vraiment à tout le monde, enfin autant au niveau intellectuel que au niveau
physique en fait. Mm. Et puis même les gens qui faisaient pas de carrière, bah, j'étais aussi jalouse d'eux. Donc au final, tu me compares à tout le monde, quoi. Même les gens qui n'ont pas fait d'études et tout, j'étais ah ouais, non mais tu vois, lui bah au moins il fait de l'argent, lui au moins il voyage, lui au moins il fait ci, il fait ça. En fait, finalement il y avait jamais un moment où je pouvais me sentir bien, quoi. Putain, oh là là, ok. Ça avait quoi comme conséquence ça dans ta vie de tous les jours? Bah j'essayais rien en fait. Je tentais rien, parce que je me disais tout de suite que ce sera nul. Donc en fait je créais pas. Je consommais le contenu des autres et tout, donc c'était bien. Mais moi je créais pas parce que je me disais d'avance que c'était que ça allait pas marcher, que c'était nul et que alors que c'est faux en fait parce que justement ça pourrait m'apprendre des choses pour m'améliorer, mais en fait non puisque je restais passive du coup parce que à force de me comparer, je me disais bah il y a déjà tout le monde qui a fait ça donc Ouais. Elle est où ma donc place pas la quoi. peine quoi. Ouais exactement. Elle est où ma place? Ok. Pour aller un peu plus dans le passé, parce que ça on voit le passé proche on va dire, tu dirais que tu as eu quel type d'enfance? Alors... C'est une enfance qui a commencé très bien et ensuite on s'est vite retrouvés je me suis vite retrouvée toute seule avec ma mère et mon frère et mais ça se passait bien. Et ensuite on est parti déménager chez ma grand-mère et là une enfance très très comment on dit, pas j'étais très chérie mais genre royale quoi, où ma grand-mère j'étais tout pour elle, donc alors elle me traitait comme si j'étais la 8e merveille du monde. Elle prenait soin de moi comme jamais personne n'a pris soin de quelqu'un. J'étais tout pour elle, elle était tout pour moi, on faisait tout ensemble, elle était ma meilleure amie, j'en faisais plein d'activités manuelles, on faisait des perles, de la peinture, tous les jours on faisait plein de trucs. Mes mercredis je les passais en pyjama, je me levais le matin, j'avais mes tartines de Nutella qui étaient déjà prêtes sur la table avant même que je me lève. Ensuite on a déménagé et ma grand-mère a déménagé avec nous, encore une fois, et donc jusqu'à mes 17 ans, j'étais tout le temps avec ma grand-mère. J'avais des amis à l'école. À l'école, ça se passait bien. Je me mettais beaucoup de pression parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en école primaire. Ça s'appelle ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et ensuite, je suis passée dans un collège dans la banlieue de Paris qui était à un meilleur niveau. Et en 6e. Et 2e trimestre, on me met à vie réservée pour le passage en 5e. Et là, impossible pour moi qu'on me dise avis réservé pour un passage en 5e. Et là, une pression de ouf que je me suis mise toute seule. Et du coup, pour l'école, je me mettais beaucoup de pression. Et en dehors de l'école, j'étais avec ma grand-mère et on s'amusait comme deux meilleures amies. Vraiment, on faisait tout ensemble. Et après, au lycée... j'ai choisi la voie scientifique, pas du tout pour mes compétences ou pour ce que j'aime dans la vie, c'était vraiment pour suivre la vie des gens qui étaient dans mon entourage, quoi. Et donc tout se passe très bien jusqu'à mes 17 ans où ma grand-mère décède. Et donc là, je perds ma meilleure amie. Donc là, c'était plus difficile. Et j'ai commencé des études qui me plaisaient pas du tout. Donc, j'avais quelques amis, mais c'était pas la vie étudiante que je voulais. Mais heureusement sur internet j'avais un blog et tout ça et je m'étais fait des amis aussi. J'arrivais à peu près à me sentir bien, mais je me réfugiais beaucoup dans la nourriture et après voilà j'ai changé de voie pour mes études. J'ai trouvé des études qui me plaisaient beaucoup plus et quand j'étais dans mes études, j'arrivais pas du tout à me faire d'amis, j'avais changé d'école. Et là, je me retrouvais pas du tout dans la mentalité en école de commerce.
j'arrivais pas du tout à me faire des amis. Non pas qu'ils étaient méchants, mais juste on n'avait pas du tout de points communs ou d'affinité. Et je me réfugiais encore plus dans la nourriture. Et les seuls moments où j'étais vraiment... où j'arrivais à être fière de moi, à être contente, à avoir des journées que j'appréciais, c'était quand je partais en stage. Là, je m'amusais, je partais à l'étranger. C'était les moments où je me disais, bah, je connais personne, donc je peux être moi-même. Et bien sûr, les stages, ça dure pas toute l'année, donc après, il fallait que chaque année, je retournais en cours et chaque année, c'était la même chose. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que au mois de septembre de 2019, je me suis dit, mais là, il faut que ça change parce que d'habitude, c'était les stages où je me sentais mieux. Et là, cette année, bah, même le stage, c'était encore pire que l'école. Et là, bah, c'était... Pour moi, je trouvais plus d'issue, en fait. Est-ce que tu veux parler d'autres membres de ta famille ou est-ce que tu veux qu'on passe à la suite? Le point fort qui a fait que avec ma grand-mère, ça se passe aussi bien, c'était que c'était la seule qui prenait ma défense face à mon frère, qui me tapait beaucoup, de la plus petite enfance, d'aussi loin que je me souvienne, jusqu'à mes 15 ans. Donc lui, il avait 18 ans à ce moment-là, il est parti de la maison. Et donc voilà, jusqu'à mes 15 ans, il me tapait tous les jours, avec les disputes, les insultes qu'on peut imaginer. Mais après, voilà, dans ma famille, c'était un peu, bah, entre frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y avait pas trop d'alarme pour eux. Et pour ma grand-mère, c'était vraiment le seul soutien que j'avais. Et c'était aussi, du coup, pour ça que je passais tout mon temps avec elle. Parce que il y avait qu'elle qui voyait que ça se passait pas bien. Et puis, ma mère, elle était très occupée parce que bah, il y avait qu'elle qui était là pour nous éduquer, pour travailler, pour amener de l'argent, pour faire vivre la famille, quoi. Il y avait que elle, donc elle n'était pas souvent présente physiquement. Et puis, elle était très fatiguée parce qu'elle travaillait énormément. Et elle travaille encore énormément. Quand j'ai commencé, à la mort de ma grand-mère, à me réfugier dans la nourriture, là, pour elle, c'était... Elle n'a pas vu ça comme... Enfin, je sais pas comment elle aurait pu le voir, mais en tout cas, elle a vu ça comme ma fille est en train de grossir et ça va pas du tout parce que je veux pas avoir d'une fille grosse, tout simplement. Et du coup, bah, moi, ça m'a mis encore plus de pression sur la nourriture avec des moments de restriction et des moments de craquage ou avec des compulsions alimentaires vraiment importantes. Encore aujourd'hui, je ressens que c'est vraiment le point avec elle qui reste très tendu parce que avoir une fille grosse pour elle, c'était pas concevable avant et même maintenant, elle a pas envie de ça en fait. Donc maintenant, ça me touche plus autant que avant le coaching, mais c'était le point sur lequel on avait le plus de disputes en fait avec elle. Okay. Et avec mon frère, ensuite, quand il avait 18 ans, il est parti, mais en fait, après, il est revenu. Et du coup, moi, j'ai arrêté de lui parler pendant 7 ans, donc de mes 15 ans à mes 22 ans. Et en fait, ça rendait très triste ma mère et mon père que de voir leurs enfants ne pas se parler. Et du coup, bah, pour être gentille avec eux, j'ai dit que je lui pardonnais. Avant le coaching, en fait, je comprenais pas pourquoi tout le monde l'aimait alors que je lui trouvais que des défauts en fait. Donc même si je lui avais pardonné, pour moi, il restait quelqu'un avec qui j'avais pas envie de passer du temps. Et aujourd'hui, je peux passer des repas de famille avec lui, des week-ends avec lui, etc. Si je le vois chez ma mère, etc., ça me pose plus de problème.
Donc maintenant j'ai de la sympathie pour lui, enfin maintenant c'est réglé, mais avant le coaching j'en étais là en fait. Je trouve que ça fait déjà un très beau tableau de tout ce qui a pu arriver avant. J'aimerais bien savoir le moment où tu t'es dit là faut que je redemande de l'aide. Genre est-ce que tu te souviens de ce moment, tu sais, où on a la petite étincelle ou le petit déclic qui dit là c'est vrai qu'il faudrait que j'aille redemander de l'aide? En fait, en fin septembre, c'était vraiment un moment flou où j'avais terminé mon stage, mais mon école n'avait pas encore recommencé. Enfin, l'année n'avait pas encore commencé. Je venais de terminer ma relation. Je sais pas s'il y a eu un déclic, mais je pense que je me disais, putain, mais là, t'as le temps. Parce qu'on était en septembre et et mon école, elle recommençait en janvier, en fait. Et je me disais, mais là, t'as le temps pour prendre soin de toi, pour faire un travail sur toi. C'est le temps parfait pour que tu travailles sur toi. Et genre, il y avait déjà eu un mois, puisque j'avais fini début septembre, donc il y avait déjà tout le mois de septembre qui était passé. Et rien ne s'était passé pour moi en fait. Donc tous les trucs où je me disais ouais non mais là tu vas être tranquille, tu vas faire un travail sur toi, tu vas t'en sortir, tu vas sortir de la dépression, tu vas retrouver goût à la vie, tu vas te coucher en étant fier de toi, finalement non en fait. Tout le mois de septembre il se passe rien. Donc je me suis dit en fait tu sais pas par où commencer. Donc je crois que t'as besoin d'aide en fait. Parce que je savais pas du tout comment faire et j'avais l'impression d'entendre 10 000 actions à faire. Et je me disais mais en fait il y a quoi qui fait sens, il faut commencer par quoi et qu'est-ce qui est bon pour moi. Et j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps en fait. D'avoir perdu trop de temps. Je me disais que voilà, ça fait des années que tu as envie de t'en sortir, ça fait des années que tu as envie d'être meilleur, ça fait des années que tu vois bien que t'agis pas tu fais pas les choses qui sont en accord avec qui tu es. Et en fait, j'en pouvais plus d'être comme ça en fait. J'avais l'impression que j'avais perdu trop de temps là. Je comprends. Du coup, tu es arrivé au premier appel, il était avec moi je crois le premier appel. Hein. Ouais. Donc t'es arrivé au premier appel, comment s'est passé pour toi ce premier appel? Est-ce qu'il y a eu des peurs? Est-ce qu'il y a eu... Voilà, dis-moi. Je crois pas que j'avais peur. Mais encore une fois, j'avais pas envie de passer par le côté émotionnel. Moi, le premier appel, c'est un mode où on va faire des choses, on va prendre des actions et puis on va tout faire et on va faire une liste de trucs à faire et après je serai parfaite. Genre moi, je pensais que le premier appel, t'allais me dire, ok, donc voilà par quoi il faut que tu commences. Tu vas faire ci, ça et ça. Et du coup, ouais, genre, en mode je vais en découdre, tu vois. Ouais. Genre, je voulais vraiment que ce soit... que là, maintenant, je voulais qu'on me guide, en fait. Ouais. Et qu'on me dise par où... Comment faire. Parce que j'avais perdu trop de temps. Et j'étais vraiment décidée à ce que ça change. En fait, j'étais décidée à faire un truc nouveau. À faire un truc que j'avais pas essayé avant. Et puisque j'étais là, c'est des trucs que j'avais tenté avant et qui avaient jamais marché en fait. Donc là, j'étais décidée à faire un vrai travail sur moi en fait. Parce que j'avais bien vu que l'été, juin, juillet, août, j'avais des antidépresseurs. Donc, et quand je les avais arrêtés, je m'étais dit, mais là en fait, j'ai envie de travailler sur moi profondément pour en sortir. Et je veux savoir ce qui va pas quoi. Et donc en fait j'avais pas peur quand j'ai pris le premier appel, j'étais vraiment décidée et hyper motivée. Ouais. C'est marrant, tu m'imagines trop te dire alors on fait une liste, on va faire 30 choses et tu vas les faire aujourd'hui en plus, tu sais, genre oh là là. Ce qui est marrant parce que en vrai si tu regardes rien que le coaching est très intense je trouve. Mais ce qui est fou c'est que en ce que tu voulais en tout cas parce que tu avais besoin forcément mais ce que tu voulais c'était genre un truc pas humain tu sais on l'avait le truc pas humain. Ok, est-ce que tu as eu des hésitations au moment de le prendre, au moment de t'inscrire réellement ou est-ce que tu t'es juste dit je fonce et j'y vais, pas d'hésitation? J'ai pas eu des hésitations à le prendre mais j'ai eu des hésitations à est-ce que ça va marcher ou pas en fait. Pourquoi tu l'as fait je me suis dit qu'en fait
je suis en train de me remettre dans la tête de Bérénice qui prend le coaching. Et je me souviens, elle me dit, non mais même si... non mais mort de rire. Je me suis dit, non mais même si le coaching il est pas bien, moi je sais que je vais réussir à en tirer des choses qui vont m'aider. Donc c'est pas une mauvaise mentalité au final, c'est des bonnes pensées qui maintenant m'étonnent parce que c'est pas des pensées que j'avais l'habitude d'avoir à ce moment-là. Mais vraiment, je me suis dit, je prends ce coaching, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais moi je me fais confiance pour pouvoir y prendre tout ce qui pourra m'aider en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait prendre le coaching en fait. Je me suis dit, moi je sais que je vais arriver à prendre ce qui m'aidera. Bah c'est quand même une pensée grave stimulante, hein, donc, mais oui. Bravo Bérénice, pour quelqu'un, ouais, c'est clair, c'est clair. Et comment ça s'est passé tes premières semaines? Est-ce que t'as eu en gros, c'est quoi ta première difficulté que t'as rencontrée? Ta première vraie difficulté, hein. Rien que dire quelle émotion je ressens à ce moment-là, c'était difficile pour moi en fait. J'en avais aucune idée parce que c'était une question que je m'étais jamais posée. Donc rien que dire de trouver les valeurs que j'ai, mais j'en savais rien en fait. Je savais plus. Je sais qu'à ce moment-là, c'était ça ma première difficulté en fait, c'est que je savais pas qui j'étais. Je savais pas est-ce que c'était un masque que je portais ou est-ce que c'était la vraie moi en fait. Et en fait, j'avais aucune idée de qui j'étais et qu'est-ce que j'aimais. C'était quoi mes valeurs parce que c'était pas des questions que je m'étais posées en fait. Pour moi, je portais un masque. Dans cette situation-là, il faut que je sois comme ci. Dans cette autre, il faut que je sois comme ça. Telle situation, qu'est-ce que tu ressens? Mais au début, j'en savais rien en fait. Vraiment, Putain, mais attends, qu'est-ce que je ressens? Je sais pas, moi. Bah, ça va. L'émotion oui, c'est ça. Ça va. Bah, ça va. Bah, là, ça va pas. Ah, non. Ouais. Et quoi? Tu dirais que c'est quoi tes 3 moments marquants du coaching, de ton avancée, que ce soit en victoire, en difficulté, tu dirais que c'est quoi? Bah, il y a eu le coaching pour apprendre à aimer mon corps. Qui a tout changé, mais vraiment, enfin... je sais pas combien de temps a duré le coaching, peut-être 1 heure ou je sais pas. Mais pour moi, ça a été vraiment un gros déclic. Et encore aujourd'hui, c'est un coaching dont je me rappelle souvent et je suis super contente des effets que ça a eu sur moi. Et j'ai l'impression que maintenant, ça a changé un truc en moi en fait. C'était un moment où physiquement, en fait, je me sentais moche. Mais comme je te disais, en fait, si on m'avait dit oui, on te donne tout l'argent que tu veux pour que tu fasses la chirurgie esthétique, tu commences par quoi? En fait, j'avais rien. Il y avait rien que je voulais changer esthétiquement parlant. J'avais pas un complexe d'un truc en fait. C'était pas une chirurgie esthétique qui allait tout changer. C'était vraiment l'aspect physique, tout dans son ensemble que je trouvais moche, que je trouvais gros, que je trouvais et du coup je lui posais des adjectifs qui n'ont rien à voir, genre feignant, alors que genre c'est un corps. c'est comme si ah ouais, ce verre il est vraiment feignant. Bah non, c'est rien à voir. Mais du coup mon corps il reflétait des choses chez moi. Enfin, les pensées que j'en avais, ça me minait tout mon estime de moi, ma confiance en moi. Et du coup, il y a eu un coaching où on a débloqué ça, qui a tout changé. Je pense aussi à un coaching de groupe où genre j'avais pris la parole en mode je suis pas sûre que ça vaut le coup que je dise ça, mais j'ai l'impression que je me dis qu'il faut que je fasse une to-do list et j'y arrive jamais. Alors qu'après c'est ça qui a tout débloqué, parce qu'une fois que j'avais parlé de mon plus gros problème, c'est là que j'ai réalisé que j'étais trop perfectionniste, que je demandais trop et qu'en fait même tout ce que je pensais que je voulais faire, et ben même ça me rendrait pas heureuse, même si j'y arrivais en fait. Et qu'il fallait que j'accepte que c'était une loi de la nature, que je pouvais pas être parfaite. Et ça pour moi, ça a tout changé parce que je croyais que
que c'était ça qui allait me rendre heureuse en fait. Donc et puis surtout je croyais que j'étais venue au coaching pour ça. Moi j'étais venue au coaching pour être parfaite. Donc là on m'annonce que ce sera pas possible. Ah, putain, ouais. Donc là on m'annonce que je pourrais pas être parfaite. Bon là c'était un peu difficile à digérer. C'est fou. Ouais. Ça me fait penser, moi je sais qu'un moment marquant que j'ai eu, alors qu'il s'est passé un peu rien, mais je me souviens que c'était grave marquant, c'est le moment où on a établi tes règles de vie. Et que je les ai lues et que je me suis dit mais enfin vraiment genre je l'ai pensé au fond de moi en mode mais c'est pas humain en fait. genre tu pourras pas faire tout ça, tu pourras peut-être, mais qu'est-ce que ce sera toutes les choses que tu vas devoir sacrifier quoi. Genre est-ce que les et j'étais pas du tout prête à sacrifier ça en fait. Bah non, enfin clairement mettre certaines personnes de côté, ne plus avoir le temps d'avoir du plaisir, des trucs comme ça et tout. Bah il y avait en fait, il y en a eu plein. Il y a eu le coaching émotionnel sur la petite fille intérieure, où on a travaillé sur ma relation avec ma grand-mère et sur ma relation avec la nourriture. C'est le genre de coaching où genre on y repense encore quelques jours après, on se dit ah ouais quand même et tout. C'est genre tu repenses et tu te remets dans le truc et c'est des coachings qui ont vraiment changé quelque chose en moi en fait. C'était autant il y a l'aspect, le coaching sur 4 mois où genre du début à la fin tu vois une différence, mais il y a aussi des moments où même après une séance, il y a un truc qui change juste après une séance en fait. Un coaching de groupe, je sais plus quel mot c'était, je crois que c'était perfection, ou alors c'était quoi d'autre? Non, c'était imparfaite. Et t'as dit aux filles du groupe, chacune son tour, vous dites ce que ça veut dire pour vous imparfaite. Et genre elles ont dit bah ça veut dire être humaine, être soi-même, être... Et moi je lui dis bah c'est un échec. Et donc là je dis ah ouais, alors que là je voyais toutes les filles du groupe dire des trucs hyper des trucs qui me viendraient en tête maintenant, tu vois, des trucs normaux, enfin en fait personne n'est parfait, mais pour moi être imparfaite c'était un échec. Donc déjà à partir de là je me suis dit ah ouais en fait il y a toutes ces filles là qui me montrent qu'en fait t'as pas besoin d'être parfaite pour t'aimer en fait. C'est là que je me rends compte que je suis contente de faire des coachings de groupe. ouais vraiment. Cool. Comment ça se passe maintenant? T'en es où là dans ta vie? Ça fait 2 mois que le coaching est fini, il y a des choses qui sont arrivées, qui sont passées. Tu dirais que si tu devais faire un bilan, ce serait quoi là? Bah de ces 2 mois, je pense que j'ai grandi, j'ai pris en maturité. Et je l'ai pas dit je crois dans ma présentation, mais j'ai 24 ans. Et j'ai réalisé que je m'aimais, que j'étais bien comme je suis, et vraiment enfin il y a plus de questions que je me pose sur moi. Est-ce que en fait il y avait toujours des conditions à ce que je m'aime en fait, ou des conditions à ce que je sois fière de moi, des conditions à ce que je sois contente de moi, alors que là il y a plus de conditions en fait. C'est juste en fait et ça change tout, sur moi ou sur la vie que les gens peuvent avoir de moi, sur mon moral et tout, ça change tout. En fait, à la fin du coaching, je crois que c'était une question que j'avais dit en coaching, j'avais dit ah mais moi je veux recontacter mon ex parce que je veux savoir pourquoi ça s'est terminé, je veux qu'il me dise qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout et je veux avoir le fin mot de l'histoire, je veux absolument savoir ce que j'ai fait de mal parce qu'il faut vraiment pas que je reproduise les mêmes erreurs. Et ouais, vers la fin du coaching en fait, des flashbacks, des situations où je me sentais où j'étais avec lui, où je me sentais incomprise ou humiliée, où j'étais triste, où je me sentais pas respectée. En fait, je voyais qu'il avait hyper mal agi avec moi quoi. Et je voyais aussi ce que j'avais fait de mal bien sûr, mais j'avais toutes ces situations qui remontaient et qui me disaient mais tu vois, mais enfin, heureusement que c'est terminé parce que vu comment tu te sentais avec lui, imagine, ça aurait continué, ça aurait été un cauchemar, quoi. Et du coup, je lui ai dit tout ça, je lui ai dit, bah, tu sais, quand t'avais dit ça, moi, je me suis sentie humiliée, puis quand t'avais fait ça aussi, et dans cette situation-là, moi, je me suis vraiment sentie pas respectée. C'était juste histoire de 3-4 messages, hein.
Et maintenant, enfin, c'est tellement derrière moi. Genre, et puis, je suis plus du tout en train de chercher ce que j'ai fait de mal, puisqu'en fait, les moments où ça s'est mal passé, c'était justement les moments où j'avais été moi-même. Et du coup, bah, peut-être qu'avec lui, c'était un truc mal. Mais en fait, c'est pour le mieux qu'on on se soit séparés, en fait, parce que c'est avec quelqu'un d'autre, bah, être moi-même, ce sera un truc bien, justement. Et c'est ça qui fait que j'ai tourné la page maintenant, en fait. Ouais. C'est que je sais que j'ai rien fait de mal, j'ai juste été moi-même et avec quelqu'un d'autre, bah, je recommencerai la même chose, en fait. Maintenant, je suis en paix avec ce que j'ai fait avant, et je suis en paix avec moi-même, et puis même, je suis en paix avec les moments où j'ai porté un masque, où j'ai essayé de cacher un peu qui j'étais pour pas que ça fasse trop de vagues, où j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Je me pardonne pour tout ça parce que bah, c'est ce qui m'a aidé à un moment, et puis j'ai fait ce que je pouvais en fait avec les outils que j'avais à ce moment-là, et si j'avais pas les outils pour tenir tête à des personnes, bah c'est normal que j'ai porté un masque en fait. À chaque moment, t'as fait ce qu'il fallait. Alors qu'avant, c'était putain, mais t'as jamais fait ce qu'il fallait. C'était pas assez. Ouais. C'est jamais assez, t'es jamais assez parfaite et tout. Alors que à chaque moment, en fait, t'as fait ce qu'il fallait et t'as agi comme tu le pouvais avec les outils que t'avais, et puis... J'ai envie de t'applaudir. Wow. Ça change tout quand tu te lèves le matin et que t'as pas de reproches à te faire, en fait. Alors qu'avant, je me levais le matin et c'est comme si, ouais, toute la journée, il y avait quelqu'un qui me disait que c'était jamais assez. Toute la journée, il y avait quelqu'un qui me disait que mais essaye même pas de faire ça parce que tu n'y arriveras pas, ou tu vois. Et ça change tout. Alors que maintenant, toute la journée, j'ai quelqu'un qui me dit putain, t'es trop forte. Oui, je sais, la journée n'a pas encore commencé, mais t'es vraiment trop forte. On va faire un peu un bilan global, mais ta relation aux émotions, à la nourriture, à ton corps, aux relations extérieures, la famille, les amis, enfin le pro. Enfin vraiment, prends-le dans le sens que tu le sens, mais tu vois un peu un bilan global. Bah déjà, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes émotions. Mon petit jeu maintenant, c'est d'être à l'écoute de mon intuition. Oh. Et du coup, de pas te faire de liste, juste de me dire, bah, mon intuition, elle me dit quoi. Ça, c'est mon nouveau jeu. Ma relation à la nourriture, j'avais pas mis ça de côté pendant le coaching, mais en fait, j'avais tellement de trucs en priorité que genre la nourriture, c'était pas... c'était vraiment un truc qu'on a abordé à la fin. Ouais. Exactement, ouais. Et du coup, là, pendant les 2 mois, c'est plutôt le truc sur lequel je travaille. Et puis aussi, comme je t'avais dit, ma patience. Et j'ai arrêté tout ce qui est de la restriction, où je me mettais une pression pas possible de ce côté-là. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute, en fait, de mon corps, alors que j'avais jamais été à l'écoute de mon corps. C'était un truc que j'avais jamais fait avant le coaching, quoi. Parce que moi, je voulais de l'action. Donc, quand on me dit qu'il faut prendre 2 minutes pour soi, moi, je dis non. C'est pas une action, ça. Non, moi, je veux qu'on y aille à fond, quoi. Je veux faire de la restriction à fond et je veux être parfaite. Et ça n'a jamais marché. Donc, il a bien fallu que je me tourne vers une autre solution. Au niveau de mes relations familiales, avec ma mère... il y a vraiment une limite qui s'est posée sur... on a eu beaucoup de discussions sur mon poids, sur mon physique, et je pense qu'elle a des croyances que j'ai pas du tout envie de m'approprier, comme parce que là je suis en train de chercher un stage, et comme là tu peux pas trouver de stage avec un poids pareil, non mais de toute façon il faut absolument que tu perds 3 kilos par semaine, voilà, des choses comme ça des croyances que j'ai pas du tout envie de m'approprier. Donc en fait maintenant il y a juste une limite que je lui ai posée et je me sens beaucoup mieux en fait. Parce qu'au niveau des relations sociales, ça va bien parce que j'ai arrêté de faire semblant et... Genre, comment est-ce qu'on peut être amis avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être amis? Non mais... Ce coaching magnifique, comme tu me dis, mais pourquoi t'as envie d'être amie avec eux? Bah parce que je vais être dans des groupes de travail avec des gens bien. Et en fait, je les aime pas, mais j'ai envie d'être avec eux. Non, mais ça marche pas comme ça, en fait. C'est sûr. Toi, en confinement, en fait, tous les gens avec qui je communique, c'est des gens avec qui je peux être moi-même, et ça fait tellement de bien parce que
ça prend beaucoup moins d'énergie en fait. Enfin, tu peux totalement être toi-même, alors que putain, quand t'as un masque et tout, enfin, ça prend énormément d'énergie d'essayer de regarder tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait pour ne blesser personne. C'est pas possible en fait. J'ai juste plus du tout l'énergie pour ça. Donc après, moi, j'ai envie de déménager. Là, je suis dans la ville de mes études en fait. Et c'est pas une ville que j'apprécie, alors que la pauvre, c'est une ville très bien, hein. Vraiment, j'ai rien à lui reprocher. Je crois que je lui dois des excuses à cette ville parce que elle m'a rien fait. Mais moi, j'ai une ville que j'adore et du coup, j'ai envie de me créer un petit cocon là-bas en fait. Au niveau pro, beaucoup de questions, beaucoup de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais en fait, je me dis que attends. Ouais, c'est ça. Les portes sont ouvertes. Exactement. Mais là, je me dis, attends, t'as même pas fini ton année, donc juste fini ton année. J'ai encore un mémoire à écrire et tout, et je verrai la suite. Mais j'ai juste envie de finir bien, de finir vite, et puis de passer à autre chose. Et ton intuition, elle te dit que c'est quoi l'autre chose, du coup? Bah, mon intuition, elle me dit que j'aimerais bien être auto-entrepreneur, que j'aimerais bien être toute seule. Enfin, peut-être pas toute seule, mais genre, j'aime bien être ma propre patronne, comme on dit, et monter mon business à moi, toute seule, et pouvoir organiser mes journées comme j'en ai envie, et de travailler sur un truc qui me passionne vraiment. Mais j'ai hâte de voir ça. Ah là là. J'aime bien finir les interviews de cette façon-là, c'est si tu devais donner un conseil d'avant le coaching, ce serait quoi le conseil que tu donnes? De me laisser aller et de me laisser guider, en fait. De pas tant réfléchir à est-ce que ce sera bien, ou est-ce que ça va m'aider, est-ce que ça va changer quelque chose, et puis peut-être qu'il faut que je peux changer ça comme ci, ou juste de me laisser guider, de me laisser aller, et après je verrai bien à un moment donné, je regarderai en arrière, je me dirai ah ouais, en fait ça a marché. Mais voilà, je me dirais de réfléchir moins et de me laisser guider en fait. Ah bah, génial, bravo. Bah, on va finir l'interview sur ce mot-là. Moi, tu le sais déjà, mais je suis très fière de ton parcours. Ça a été vraiment... Enfin, j'ai l'impression que je me répète pour toutes mes coachées, mais c'est vrai que, en vrai, toutes mes coachées, je kiffe trop les coachées. Donc, je vais pas mentir, tu vois. Donc, ouais, ça a été vraiment ça pour moi. Je trouve que tu as une histoire très inspirante. Finalement, t'as pas besoin d'être parfaite pour être inspirante, quoi. C'est fou, ça. C'est fou. Génial. On m'a menti, alors. Je t'avoue tout aujourd'hui. C'est ça. Bah, merci à toi. C'était 4 mois intenses et qui ont vraiment changé... C'est un peu gnangnan, mais changé qui je suis aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, genre 4 mois en arrière, j'étais pas du tout comme ça. Donc, ça a vraiment tout changé. Donc, merci. Ouais. À très vite. Bye bye.